Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro du CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M pour commenter avec nos invités l'actualité politique de la semaine. Bonsoir Abed Sharif. Bonsoir. Bonsoir Ihsan Qadi. Bonsoir. Bonsoir Akram Khalil. Bonsoir. Alors Abed, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? C'est pas un événement, c'est plutôt une image. C'est cette déliquescence de l'État algérien qui se reflète à travers les deux affaires Tamalt et Zaïbat. Ihsan Qadi. La mort d'un journaliste algérien en détention. Akram Khalil. La prise d'Alep. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le wali de Skikda qui a malmené un ancien combattant pendant une visite d'inspection. Il lui a dit que l'indépendance, c'est les chouhada qui l'ont ramené et non pas les moudjahidines. Voilà. Je l'ai appelé aujourd'hui, le wali, au téléphone pour avoir une explication. Quand je me suis présenté, il m'a dit « Allô, oui, je suis là ». Quand j'ai dit ma fonction, il a dit « Ah, j'ai pas de chant, veuillez me rappeler ». Donc, on va essayer de le rappeler chaque matin, Monsieur Chatter, qui nous écoute certainement, le wali de Skikda. Alors, évidemment, ce qui a marqué cette semaine, c'est bien sûr la disparition du journaliste Tamalt, donc qui nous a quittés. Il est mort en détention. C'est peut-être la première fois depuis très longtemps qu'un journaliste algérien meurt en détention. Je crois que c'est la première fois tout court. Voilà, c'est la première fois tout court qu'il meurt en détention. Abed Sharif, que vous inspire cette tragédie, il faut le dire? Écoute, c'est très difficile d'en parler parce que on sera obligé d'aller dans des formules excessives. On est en 2016. La mort d'un journaliste, ça ne devrait pas exister. La mort d'un journaliste, disons, réprimé, quoi. La mort d'un journaliste en prison, la mort d'un détenu, ça ne devrait pas avoir lieu. Donc, on a un siècle de retard sur l'évolution du monde, sur l'évolution des idées de la société algérienne. Le pays fonctionne avec des règles qui sont un siècle en retard par rapport à ce qu'elles devraient être. Voilà. Ihsan Qadi. Ça a été un vrai choc parce qu'on pensait en fait ce que des Abed, on pensait être sorti de ça. On pensait être à l'abri de cela. Il faut rappeler qu'il y a eu une réforme du code pénal récemment qui a dépénalisé un certain nombre de dispositions qui renvoyaient facilement les journalistes en prison. Et donc on s'était dit qu'on était dans une situation où effectivement on ne devait pas se retrouver dans cette extrémité. Alors non seulement Mohamed Tamalt a été embastillé. On va revenir sur les erreurs de procédure qui ont fait qu'il a été en prison alors qu'il n'aurait pas dû aller en prison. Mais en plus, ces geôliers se sont acharnés à le maintenir en prison en dépit du fait que sa situation de santé s'est très fortement dégradée et très rapidement, dès les premières semaines de sa grève de la faim. Donc on était dans une situation où le risque létal était présent. Et la présence de ce risque létal pendant des mois, puisqu'il était déjà très affaibli début août, n'a pas permis d'obtenir son élargissement. Donc, dans mon cas, c'est de la colère, d'autant plus forte que nous sommes un peu passés tous à côté de cette situation-là et que nous n'avons pas peut-être suffisamment mis la lumière sur cette détention. Et Maître Beni Saad, qui était sur les ondes de Radio M hier matin et qui a participé à la défense de Mohamed Tamalt, a aussi expliqué sur vos ondes l'histoire du procès et l'injustice dont il a été victime aujourd'hui.
on dit qu'il a eu des garanties, Akram Khariev, pour ne pas être inquiété pendant son séjour en Algérie. Il le dit même lui sur Facebook lors de son arrivée. Il dit « Je suis là depuis 3 jours, je suis parti au Parlement ». Pourquoi tout a changé soudainement, selon vous? Je sais pas. Vous savez, les garanties... Lui, il dit qu'il a reçu des garanties. Notamment du député Laribi. D'un autre côté, pourquoi doit-on recevoir des garanties lorsqu'on est algérien et qu'on rentre chez soi? Ça, c'est pas normal. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, il y a eu le déclenchement d'une procédure judiciaire contre lui très rapidement après son retour en Algérie. Il n'a pas été arrêté, comme le disent certains, à l'aéroport. Il a été convoqué, arrêté chez lui en Algérie quelques jours après son arrivée. Moi, le sentiment que j'ai à propos de ça, c'est que c'est une brique en plus, un jalon en plus qui est posé, qui vient après beaucoup de petites avancées négatives dans la répression de la liberté d'expression et surtout de la liberté de la presse. On le voit, on voit encore une fois que c'est quelqu'un qui s'exprime sur les réseaux sociaux et sur Internet qui en est victime. Et quand on parle aux journalistes, ils vous disent presque la même chose. On n'était jamais d'accord avec lui, mais on condamne quand même cette quasi-exécution. Ça veut dire, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un manque de solidarité des journalistes? J'ai posé cette question il y a 3 jours à Omar Belhouchet, le directeur d'Al-Watan. Il m'a dit, nous, non, à Al-Watan, on a toujours, depuis le premier jour, défendu le journaliste Mohamed Tamalt. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y a eu un manque de solidarité de la part de la corporation? Incontestablement. Incontestablement. Bon, je pense que ce qui a dû se passer, c'est que moi par exemple, je savais pas ce qu'il écrivait, Mohamed Tamalt. Je connaissais Mohamed Tamalt. Je l'ai raconté dans un article sur Maghreb émergent. Il est venu s'inquiéter ici sur comment on fait pour créer un pure player, etc. Donc j'ai eu à échanger avec lui. Je me suis rendu compte très vite que c'était un écorché vif qui voulait en découdre, qui était en permanence éblouissant, qui voulait dénoncer, qui était pas sur un mode journalistique comme nous le connaissons. Donc il y avait une flamme qui le consumait de l'intérieur. Et d'ailleurs, cette flamme a fini par l'emporter. Mais je connaissais pas vraiment ce qu'il écrivait. Je sentais que c'était un journaliste sulfureux. C'est une fois qu'il a été arrêté que j'étais regardé. Effectivement, le contenu n'était pas défendable. Le contenu n'est pas défendable. Le fait qu'il soit parti aujourd'hui ne nous empêche pas de continuer à le dire. C'était pas défendable. Il y avait toute une série d'attaques personnelles contre dans le domaine du privé, de l'antisémitisme, de la misogynie, etc. Qui faisait que c'est pas les valeurs qui devraient pas être les valeurs de la corporation et des journalistes. Et donc je pense qu'on s'est arrêté à ça. En fait, l'erreur, c'est de s'être arrêté à ça. C'est de s'être arrêté à qui il est. Or, en fait, nous, on a défendu des islamistes qui étaient violents, qui ont appelé à la mort, etc. Les défendre pour que leurs droits soient respectés. Pas parce qu'on était d'accord avec ce qu'ils faisaient, mais pour que leurs droits à un procès équitable, soient respectés. Et dans le cas de Mohamed Tamalt, on a cessé de le faire. On a cessé de s'enquérir de sa situation. On savait il avait fait une grève de la faim, sa situation s'était dégradée, mais en termes éditorial, on n'a pas édité, on n'a pas mis un journaliste pour suivre cette affaire, on n'a pas tenté de se rapprocher de sa défense, de sa famille, etc. pour savoir où on était. On n'a pas relayé les appels suffisamment pour qu'ils soient élargis. Et donc, de ce point de vue-là, oui, Khaled Drani, nous avons manqué de solidarité. Abed Chalef, vous êtes d'accord avec Hassan Qati quand il parle de la corporation qui ne s'est pas solidarisée avec un journaliste jeté en prison? Il y avait une espèce de sentiment, disons, de gêne avec l'affaire Tamalt à cause de la nature de ses écrits. C'est un peu la position de beaucoup de gens quand Ali Belhadj était en prison. Est-ce qu'il faut défendre quelqu'un qui est carrément un ennemi de la liberté? Je parle du cas de Ali Belhadj. Et donc, il y avait cette ambiguïté-là qui a un peu tétanisé un certain nombre de journalistes et sur laquelle les autorités ont joué à fond en espérant que on pouvait le mettre en tôle pour régler des comptes sans que ça fasse trop de vagues.
je pense que sa mort en détention n'était pas une éventualité qui était sur la table. Et donc c'est ça qui a un peu, les autorités estiment que c'est un déraillement qui n'était pas prévu. Mais sur le fond, ils pensaient qu'il n'y aurait pas beaucoup de solidarité sur ça. Ils ont eu raison, ce qui a permis ce déraillement plutôt. Mais moi, je suis encore plus gêné aujourd'hui parce que j'ai le sentiment, je vais peut-être annoncer une bonne nouvelle tout à l'heure, j'ai le sentiment que nous sommes à l'intérieur d'une prison et que nous essayons de trouver les meilleures formules pour nous en accommoder. Et moi, je dis très simplement, cette situation ne m'intéresse plus. Elle m'intéressait de moins en moins. Aujourd'hui, elle ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus d'être solidaire avec un journaliste qui est réprimé ou qui est brimé dans ses droits. Lutter pour ça, ça ne m'intéresse plus. Pourquoi? Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire comment sortir de la prison. Je veux être en dehors de la prison. Je ne veux plus me solidariser avec un détenu, avec quelqu'un qui est arrêté de manière illégale. Non, je veux que cette situation n'arrive plus. Mais c'est le mouvement mais c'est le mouvement de solidarité qui peut mener aussi à la libération, à faire pression. Oui, mais comme c'était le cas pour l'affaire KBC, par voilà, exemple. c'est exactement ça. L'affaire, c'est typique, c'est l'affaire KBC. Je ne veux plus lutter dans le cadre de ces affaires. Je veux sortir de cette prison pour penser à autre chose, pour penser à comment construire du mieux. C'est pas pour comment éviter le pire. On construit le mieux en sortant de la prison. Sans la solidarité? Et la place de la solidarité dans tout ça, Abed Sherif? Non, il faut l'exercer ailleurs. Comment? Il faut sortir de la prison et exercer cette solidarité pour la construction du meilleur. Voilà. C'est assez vague. Oui, enfin, la prison, c'est vrai que on se ment à nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est vrai que quelque part on se ment à nous-mêmes. J'essaie de comprendre et de décrypter ce que nous dit Abed. J'ai raconté une anecdote. Je vais trahir un secret. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Omar Benderra. Omar Benderra, c'est un grand personnage. Il a été réformateur. Il a été à la tête du CPA. Il vit à Paris depuis que les militaires ont repris la main après le coup d'État de 91. Et Omar Benderra, je l'ai rencontré, je le rencontre sur Internet, mais j'ai rencontré physiquement 1 ou 2 fois seulement à Paris. Il est pas rentré pendant toute cette période-là. Je lui ai dit, Omar, pourquoi tu veux pas rentrer? Il a collaboré avec nous. C'est un excellent expert des questions financières, etc. Et c'est une perte pour l'Algérie, enfin, sur le plan de la ressource humaine. Pourquoi tu rentres pas à Alger? Il y a Hidoussi aussi qui est ancien ministre, qui est à Londres. Il me dit, je sais que si je rentre, il va m'arriver telle et telle chose. Je dis, mais bon, il y a Flan qui est rentré, Fultan qui a fait telle chose. Il lui est rien arrivé. Il y a les anciens islamistes il y a eu la concorde civile, les terroristes sont descendus du maquis, etc. Il me dit, non, c'est plus compliqué. Et j'ai plusieurs fois tenté, parce que voilà, je voulais le voir qui. Après cette affaire-là, je me dis, c'est Omar Benderra qui a raison. Voilà. C'est un peu pour essayer de donner de la chair à ce que dit Abed. Lui a choisi d'être en dehors de la prison. J'appelle pas les gens à s'exiler, c'est pas ça que je dis. Je dis le système, à tout moment, peut déraper et nous ramener à cette situation-là. Et pour vous, le système a dérapé parce que il faut aussi se mettre d'accord que la chose la plus grave, c'est que le journaliste Mohamed Tamalt a subi des violences alors qu'il était en détention. Hier, Maître Benissad disait qu'il aurait subi des violences parce que rien n'est encore sûr. Il n'y a pas eu d'autopsie sur la dépouille mortelle du journaliste. Il a été inhumé maintenant. Est-ce que ce n'est pas encore plus grave qu'autre chose? C'est qu'un détenu, même journaliste, puisse subir des violences certainement volontaires à l'intérieur même de cette fameuse prison de Koléa. On dit que même que des gens auraient été envoyés pour le frapper. Non, je dirais, il faut peut-être être prudent sur cet aspect-là. On ne sait pas. Il a des sutures. Il y a eu dépôt de plainte de sa part. Il a déposé sa famille plainte pour coups et blessures. Sa famille aussi. Il semblerait qu'il ait des sutures au niveau de l'arrière du crâne aussi.
Bon, il n'est pas dit qu'il est mort de cela. Hein. Il se peut qu'il soit mort aussi des conséquences de sa grève de la faim. Mais bon, en arriver à déposer plainte pour coups et blessures, c'est que il s'est passé quelque chose. Et bon, mais la famille, mais la famille. Oui, Abed. La famille a déposé plainte, ou la va déposer plainte, ou le défunt a déposé plainte. Dans le meilleur des cas, qu'est-ce que ça va donner? Un maton va être condamné à une peine de prison. Et puis même si le ministre de la Justice démissionne, ça change rien. C'est absurde, c'est absurde, ça ne nous amène nulle part. Je répète encore une fois, je refuse d'être entraîné dans cette logique d'analyse, de raisonnement. Je veux en sortir. On a vécu il y a des tas d'histoires. Il y a 15 ans, je voulais lancer un journal. Un ami voulait lancer un journal. Donc, ça s'est passé en même temps. Il a été convoqué dans un commissariat. On lui a posé des tas de questions. Où est-ce qu'il a fait le lycée, l'université, où est-ce qu'il a étudié, où est-ce qu'il a travaillé, etc. Et ensuite, on lui a demandé de ramener des témoins qui peuvent attester que ce qu'il a dit sur son passage à l'université et au lycée était vrai. Moi, j'avais mon dossier pour faire un journal. J'ai dit, je refuse d'aller au commissariat répondre à ce type de questions. Je ne veux pas gagner dans cette prison. Je ne veux pas avoir raison dans cette prison. J'ai quitté le monde de la presse depuis 20 ans parce que j'ai quitté. Voilà, donc, je ne veux pas en être. Je veux en sortir. Je veux discuter des moyens d'en sortir et de ce qu'il faut faire une fois qu'on en est sorti. Donc vous voulez suivre le processus normal. Et pour répondre à ce que vient de dire Abed Sharif, c'est que en fait le journaliste en question n'a pas été arrêté par la justice, il a été arrêté par un service du DRS qu'on disait déjà dissous. Il a été interrogé non par la police, mais par des services secrets non déterminés jusqu'à maintenant, et ce n'est qu'après que la justice a pris le relais. Est-ce que c'est aussi ça, la prison? En fait, on est, de mon point de vue, de ma lecture de ce qui est arrivé, on est dans une affaire Benchikou en moins sophistiquée. On est dans une affaire Benchikou. Tout le monde se rappelle que Mohamed Benchikou, journaliste fondateur du Matin, avait commis un livre qui avait fortement incommodé Bouteflika et la famille, sa famille. Et au bout de quelques mois, la pression du président de la République a trouvé le moyen de se venger en montant une cabale pour interner. Il y avait matière à, je le dis en toute amitié à Mohamed Benchikou, il y avait matière à poursuivre Mohamed Benchikou en diffamation pour certains aspects du livre. C'est pas ce qu'a choisi la présidence. Elle a choisi de lui inventer une histoire de bandes de trésors, des bandes de caisses qu'il transportait, qui sont un document tout à fait exportable. Il y a toute une série de juristes qui l'ont expliqué pour l'embastiller. Dans le cas de Mohamed Tamal, cette sophistication a disparu. Il a été brutalement arrêté dans la rue à Bacharach, et il a été, comble du raffinement, présenté en comparution immédiate, comme si c'était un émeutier qu'on avait pris dans la rue. La comparution immédiate, c'est pour les gens qui se battent à la sortie des stades, ou pour un voleur pris en flagrant délit. C'est une nouvelle procédure qui saute l'étape de l'instruction. Donc, pour essayer de le faire condamner le plus vite possible. La première juge qu'il a eu entre les mains ne connaissait pas le code et ces affaires-là, et elle a embastillé, elle a signé un mandat de dépôt sur la base de l'article 146. Manque de chance, l'article 146 ne prévoit pas de détention de prison. C'est l'article qui concerne les atteintes au président. C'est au maximum 500 000 dinars d'amende. Lorsqu'il arrive à l'audience, ce dysfonctionnement apparaît. Évidemment, les avocats le pointent et ils disent à la nouvelle juge qui est d'audience, il peut pas être en prison, on peut pas ouvrir ce procès parce qu'il doit être jugé librement. Elle a été obligée de reporter l'audience. Faute pour être en cohérence avec, et pendant la semaine, elle a requalifié l'inculpation, et c'est devenu une inculpation par l'article 147 qui, elle, permet donc dès le départ, la volonté de la démarche pour faire plaisir à celui qui a donné l'ordre, fait provoquer des erreurs en série. Et voilà. Si ce que dit Ihsan est vrai, cela veut dire qu'on est dans un système où il y a des sujets et il y a des gens qui décident.
Et les gens qui décident, qui gouvernent, interprètent la loi, je mets loi entre guillemets, en fait c'est des textes qui sont là pour qu'ils accommodent selon leurs besoins. Ils qualifient un délit ou ils utilisent le mot délit, le mot crime comme ils veulent, selon leur volonté. Si ce texte ne leur convient pas, comme on l'a vécu en 2008 avec la Constitution qui limitait les mandats au nombre de 2, donc on change ce texte, on en fait ce qu'il veut. Ce système-là, dans lequel il y a des sujets et des maîtres, ce système-là, il faut refuser, de mon point de vue, il faut refuser d'y vivre, refuser d'en discuter, d'en débattre. Il faut en sortir et aller ailleurs. Akram ? Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec ce que dit Abed. Mais Abed ici ou aller ailleurs? Lui, il a une adresse. Bon, j'ai pas. Il est un peu on viendra au Gourbi. On viendra au Gourbi. Vous devriez nous annoncer une bonne nouvelle, donc j'espère ne pas oublier de nous annoncer la bonne nouvelle avant la fin de l'émission. Non, c'est pas pour eux. Ah, c'est pas pour les auditeurs. Ouais. Quelle réponse on peut donner à la réaction des autorités carcérales qui, pour la première fois, ont communiqué dans un lent communiqué pour expliquer, soi-disant, la mort. Ils ont donné des raisons de grève de la faim, d'embolie pulmonaire. Ils sont bousculés aujourd'hui, les autorités. Est-ce que le ministre de la Justice, hier, au Parlement, ne paraissait pas très inquiet, très bousculé par les journalistes quand il a donné ses explications? Oui, Abed Sharaf, vous fait sourire. Moi, je commente pas ça. Je préfère que un ancien détenu qui sait ce que c'est puisse nous en parler. Il est plus qualifié que moi. Comment est-ce que les autorités sont dans le pétrin? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Oui. Ça devient sérieux dans ces cas-là. Enfin, en parenthèse, nous en 80, on était 81, on était 22 journalistes, on était 22 étudiants. J'étais autre chose que journaliste dans une vie antérieure. On a au bout de 5 mois, on s'est retrouvé dans. C'est quand même. Oui, on était sous Chedli, sous le parti unique. Il n'y avait pas la presse, etc. Mais au bout de 5 mois de détention, on voyait pas venir le procès. On a décidé de faire une grève de la faim. À 22, et au bout de 5 jours, le procureur de l'Harrach, on était à l'Harrach, le procureur de l'Harrach est venu négocier avec nous, et on avait un plan de négociation qui était prêt avec des porte-paroles, etc., et on a obtenu d'être jugé dans la semaine. Voilà, c'était en fait ce qu'on voulait. On savait qu'on n'allait pas être libéré, et donc, le pouvoir avait le souci, voilà, il faut le dire comme ça, avait le souci à ce moment-là de régler un problème. Et quand il y a eu le procès, on était 22, il y a 18 qui ont été libérés à la suite du procès. Et les 4 suivants ont été libérés quelques mois plus tard parce que leur peine était un peu plus longue. Donc, il y avait ce souci de délai. C'est vrai que l'information sur la grève de la faim est sortie dans le monde. À l'époque, c'était un tremblement de terre. Voilà. Aujourd'hui, un journaliste fait une grève de la faim. On reste. Il y avait toute une série de possibilités pour sortir de ce bas de fer et éviter le dérapage dramatique. Plusieurs semaines, diabétique, chute de l'hypoglycémie, affaiblissement général, refus de s'alimenter parce qu'il est resté sur sa position. Appel de la Ligue des droits de l'homme, appel des avocats, il faut l'élargir. Il a fallu qu'il soit très faible, qu'il fasse un AVC, qu'il passe en réanimation, et toujours pas d'élargissement. Toujours pas d'élargissement. Il y avait. Alors là, j'arrive pas à comprendre l'administration pénitentiaire, son rôle. Taïb Louh peut dire, moi je respecte la loi, il a été condamné par justice, elle est indépendante la justice, les juges qui l'ont condamné, c'est à eux de faire quelque chose, c'est pas à moi. Non. L'administration pénitentiaire alerte sur l'état de santé d'un détenu. Que ce soit un journaliste ou quelqu'un d'autre. Pour dire aujourd'hui, nous prenons un risque en le maintenant en détention. Après on trouve la solution, mais a fortiori dans le cas d'un journaliste, et avec tout ce qui s'est passé depuis la faute de Mohamed Petamat, on se rend compte des dégâts collatéraux. Voilà, donc personne n'a pris cette responsabilité. J'ajoute que ceux qui ont décidé de le mettre en prison devaient s'inquiéter de son état de santé. Ceux qui ont décidé de le mettre en prison, parce que c'est une décision politique, ne se sont pas inquiétés de savoir une unité. Ils ont choisi de le laisser détenu jusqu'à son dernier souffle. Et c'est innovable ce qu'ils ont fait. Je pense que, pour faire une digression politique à côté de ça, il n'y a pas que le décès de Mohamed Talmat, il y a le décès d'un système dans cette affaire. C'est un décès qui est bien antérieur, mais là, ça le confirme, parce que dans cette affaire de ce genre, on l'a déjà dit, on l'a répété, c'est pour ça que la bonne nouvelle pour toi, c'est que je pense acquitter le CPP.
ce système est mort, on l'a déjà dit, et dans cette affaire-là, il y a des voyants rouges qui s'allument. Il y a un détenu en prison qui est mal en point. Il y a un premier voyant qui s'allume. C'est un journaliste. Il y a un deuxième voyant qui s'allume. Son état de santé, il a un AVC en prison. C'est grave, c'est très grave. Ensuite, il est dans le coma. Donc, c'est autant de voyants qui s'allument et tu as un système politique qui ne réagit plus. C'est le système politique qui est le corps malade dans cette affaire. Je dois aussi dire, je ne sais pas si on va parler de ce sujet tout à l'heure ou pas, il y a un ministre qui est mort dans cette affaire. Monsieur Mohamed Boudiaf est supposé être ministre de la Santé. Abdelmalek Boudiaf, pardon. Il est supposé veiller sur sur la santé des Algériens. C'est lui qui est aujourd'hui une menace pour la santé des Algériens. Dans cette affaire-là, plus dans l'affaire Zaïbet, dans laquelle il a pris en charge un charlatan qui a vendu un produit dont la conséquence en fin de processus, c'est de mettre en danger la santé de milliers d'Algériens. 4 millions. Voilà. Donc, c'est ce système. Il y a beaucoup de décès dans cette affaire. Est-ce qu'on peut faire le parallèle rapidement avec l'affaire Ben Hadid? Vous avez dit ils l'ont laissé mourir jusqu'au bout. Alors que l'affaire Ben Hadid, on pensait aussi qu'il allait mourir en prison. Il y a eu une intervention, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a été libéré après 9 mois d'incarcération. On peut faire le parallèle ou pas? Alors, oui, bien sûr, complètement. Si on devait comparer en termes de, on va dire, de formalisme juridique, le général Ben Hadid avait à son avantage le fait de ne pas avoir été jugé, le fait de ne pas avoir de charge, donc de décision de justice contre lui, donc il pouvait attendre son procès en dehors de la prison, ce qui en ce moment son cas. Ça, c'est la différence. Pour la ressemblance, il est clair qu'il y avait un danger pour son intégrité physique, qu'il avait entamé une grève de la faim, qu'il a eu des promesses fermes selon lesquelles il serait libéré s'il arrêtait sa grève de la faim, ce qu'il a fait, et tout ça a été traduit par un élargissement. Donc, on avait un exemple de réaction qui était de la réaction de bon sens, qui devait être appliquée dans le cas a fortiori beaucoup plus grave et beaucoup plus périlleux de Mohamed Tamat, mais qui n'a pas été fait. Est-ce que c'est dû au statut de personnalité nationale, de militaire, de renom, etc., du général Ben Hadid? Je me pose la question, mais le résultat à la fin, la nuisance pour le pays, pour son image, pour notre corporation, pour la dignité du pouvoir politique, le retentissement, les conséquences sont tout aussi désastreuses. Ancien militaire général qui a quand même été incarcéré pendant 9 mois malgré sa maladie. Absolument. C'est la fin de cette première partie du CPP. On se retrouve dans un tout petit moment. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue à la deuxième partie du CPP, le café presse politique. Nous allions presque être en deuil, on pensait que Abed Chelef allait vraiment nous quitter. Alors la deuxième partie, elle sera politique cette fois. On va parler évidemment des élections qui approchent au mois de mai, avril, on ne sait pas encore, la date n'a pas encore été fixée. Certains partis ont confirmé leur participation, d'autres ne sont pas encore déterminés. Mais nous allons d'abord parler du président de la République qui fait de plus en plus d'apparitions. Et la dernière, c'était avant-hier à la ville nouvelle de Sidi Abdallah Alger. Et Hassan Qadi, est-ce que ça confirme la thèse qui dit que le président est vraiment de retour? Khaled Rani, on a convenu, Abed Chelef et moi, de faire la paix aujourd'hui parce qu'on est dans un contexte particulier. Et donc je vais pas insister sur ma lecture. Je ferai un papier, j'espère, dans les prochains jours, pour essayer d'étayer cette lecture selon laquelle le président Bouteflika, effectivement, est en train de revenir aux manettes et que ça a des conséquences, peut-être quelques-unes bonnes, s'il a retiré
le médicament de Rahmat Rabbi du marché. Donc on va dire que certaines conséquences sont bonnes, d'autres sont désastreuses. Je pense notamment à ce qui s'est passé au sommet africain d'Alger. Mais ce qu'il faut observer, c'est que moi j'habite Suidania, j'habite pas loin de la zone de Sidi Abdallah, et donc il y avait un jour férié, donc le lendemain de l'inauguration, j'ai été voir ce qu'a inauguré de nouveau le président Bouteflika. Je connais bien, je passe tous les 2-3 mois, je connais bien le site. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont fait qui justifie qu'on parle de l'inauguration d'une partie de la nouvelle île Sidi Abdallah. Et donc, je suis parti, et de nouvelles villes, je n'ai rien trouvé. Il n'y a pas de nouvelle ville à Sidi Abdallah. Et Bouteflika a inauguré un bloc d'immeubles, comme il y en a partout en Algérie, qui se trouve sur la crête qui va de Rahmania à Mahelma, qui est à 5 km de la station de train qui s'appelle l'université. Donc le train, c'est une grande acquisition, le train. Moi, j'habite l'ouest d'Alger, ça m'intéresse. Mais le train ne passe pas par Sidi Abdallah. Il ne passe pas dans l'ensemble qui est supposé devenir la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Donc j'en ai conclu 2 choses. Soit Al-Amikil Khouloud Bouteflika, donc le ministre de l'habitat et le premier ministre donc l'ont baladé et voilà, il a l'impression que les choses avancent mais makan walou. Soit Bouteflika wikelkhna, ce qui est aussi une lecture, voilà, il fait croire aux Algériens que les chantiers avancent, mais en réalité c'est quand même le voilà top. Voilà, c'est quand même le top de l'analyse politique. Non, c'est les ministres qui racontent des histoires à Bouteflika, parce qu'on peut penser qu'il comprend pas tout ce qui, voilà. Et puis, peut-être qu'il sait, parce qu'il y avait Saïd Bouteflika avec lui, que la nouvelle ville n'a pas avancé substantiellement. C'est pas vrai. J'ai été voir l'ancien pôle Sidi Ben Nord. Il est dégradé. Ce qu'on appelait le pôle des biotechnologies. C'est pas vrai. Il n'y a pas de biotechnologie. Il y a du médicament. Les biotechnologies, c'est autre chose et personne n'est venu en faire en Algérie. Le cyberparc est en déshérence, est toujours en déshérence. On espère le maintenir en vie. Il y a l'événement normalement en ce moment. Algérie 2.0. Jusqu'à demain. Mais ça devrait être autre chose et ça devait être autre chose depuis longtemps. Mais Sidi Abdallah, c'est un fantôme pour le moment. Voilà. Mais est-ce que ça conforte ou pas la thèse du retour du président? Alors, ça dépend si quel kholo ou pas. Si c'est quel kholo, donc il n'y a pas de retour, Hassan Radi. Alors? Tu as dit Hassan Radi? Oui. Non, j'ai dit à 2 lectures parce que je veux rester dans. Je veux être conciliant. Il y a une troisième, celle qui dit que il a été sorti parce que c'était pas loin de Zeralda et que logistiquement c'était facile aussi. Tout à fait. Tout à fait. C'est une visite de proximité. Exactement. D'intimité. Moi, je pense que c'est un plan comme qui en cache un autre. En fait, Bouteflika a cette capacité d'avoir une longueur d'avance sur le reste. Et donc là, il est sur un plan com qui vise à nous dire ce que Qadi Ihsan a gobé avec une très grande aisance, c'est que il récupère, il revient, il est bien, et on va voir ça de manière concrète sur les mois et l'année qui vient, sur les mois qui viennent et l'année qui vient, et ça nous amène droit vers l'ouverture d'une très grande porte du 5e mandat. Moi, je pense que c'est très bien organisé, c'est bien fait. Je pense sur l'affaire Tamalt, et Hassan a parlé tout à l'heure des possibilités qui s'offraient pour ne pas en arriver là. Il y en a une qu'ils ont ratée, c'est de le faire libérer avant et de dire que c'est sur instruction du président Bouteflika, parce que j'ai entendu Ihsan dire, donc c'est pas quelqu'un d'autre que lors du forum africain, c'est le président Bouteflika qui a mis fin au scandale Haddad. Et j'ai entendu un éminent professeur de médecine dire à la radio que c'est le président Bouteflika qui a ordonné le retrait du fameux médicament Rahmat Rabbi. Donc voilà, médicament devenu complément alimentaire. Et donc dans tout ça, on va imputer au président Bouteflika les rares bonnes actions que les gens vont saluer, et pour le reste, on va dire c'est soit Sellal, soit Haddad, soit quelqu'un d'autre. C'est un plan com qui a sa logique, qui a sa cohérence et qui peut fonctionner dans la société algérienne. Donc pour vous, c'est quand même de bonnes actions qui ont été faites. À l'intérieur de la prison, oui.
Alors vous parlez, on est dans la prison et donc on sera bientôt dans le 5e mandat. On restera en prison. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis, il faut en sortir. Et discuter discuter de tout ça. Est-ce que c'est une bonne action ou pas? Est-ce que le fait de retirer ce complément alimentaire Rahmat Rabbi, est-ce que c'est une bonne décision? C'est absurde de demander si c'est une bonne décision. On n'aurait jamais dû en arriver là. Jamais. Vous avez ce professeur en médecine, donc monsieur Samraoui, professeur Samraoui, a dit, le ministre a à sa disposition un ensemble d'institutions, d'organismes et de procédures. Il n'a même pas à intervenir. Un nouveau produit, un nouveau médicament qui arrive sur le marché est soumis à des procédures. Point barre. Ce ministre a à sa disposition des conseillers qui sont d'éminents professeurs, des hommes de sciences. Il a à sa disposition un comité du diabète, un comité national du diabète. Donc lui, il n'a pas à dire, à la limite, mais il n'a pas à dire oui ou non. Il demande l'avis des spécialistes qui sont là, il lit le rapport et puis c'est tout. Lui, il est allé contre les institutions. Il les a pas consultés, il est passé outre. Voilà ce que ça donne. Est-ce que le ministre de la Santé risque de sauter, Akram Khalif? Je sais pas, mais la digression est intéressante. Selon moi, là où je suis pas d'accord avec Abid, c'est que je ne pense pas que ces mécanismes existent réellement, même s'ils existent sur le papier, s'il y a des comités, des commissions, etc. Il n'y a pas aujourd'hui d'engineering, encore une fois, qui permettent à un créateur de savoir, d'un produit intellectuel, de passer de ce stade-là au stade industriel. Il a fallu à monsieur Zaïbot, il a fallu qu'il ait recours à un ministre, à une chaîne de télévision, pour pouvoir développer et vendre un produit, et il s'est retrouvé sur le marché. Imaginez le nombre de chercheurs qu'il y a en Algérie, le nombre d'inventeurs. Il y a des centaines de brevets d'invention chaque année qui sont déposés et qui ne voient jamais le jour, apparemment parce que ces inventeurs-là n'ont accès ni à des ministres ni à des chaînes de télévision. Donc le réel souci, en dehors du fait que RHB fonctionne ou pas, si ça se trouve, c'est un médicament qui fonctionne. C'est possible. Oui. Ce qui n'est pas normal, c'est que il n'y ait pas eu ce cycle de maturation d'un projet intellectuel qui l'emmène à une finalité industrielle. Il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a deux choses différentes. Il y a le chercheur qui a un process et qui veut le valider et donc le faire fonctionner. Ça, c'est une chose. Dans le cas qui nous intéresse, c'est un produit qui est supposé être destiné à la santé. Là, il y a des procédures strictes qui sont connues de tous les pharmaciens, de tous les fonctionnaires, de la plupart des fonctionnaires du ministère. Ça existe, c'est la routine, c'est leur travail au quotidien. Donc ça pose pas de problème. Dans cette histoire-là, le ministre est passé outre ces procédures et donc il s'est engagé de manière très personnelle. Il a dit, je le connais personnellement. Oui. Voilà. Cette phrase-là, c'est l'équivalent de la phrase de Cahuzac en France. Quand il a dit, j'ai pas de compte, il s'avère il avait un compte. Il démissionne, il va en tort. Enfin, il y a un procès. Il y a une procédure qui se déclenche contre lui. Dans le cas de M. Abdelmalek Boudiaf, c'est exactement ce qu'il devrait faire. Il n'y a pas que ça en plus. Oui. Il y a même... en fait, le ministre a trouvé un subterfuge lors de la première levée de bouclier qu'il y a eu il y a bien avant l'industrialisation. Il y a eu une petite levée de bouclier, on en a parlé dans les médias et tout. Il a trouvé un subterfuge, enfin, Zaïbet a trouvé un subterfuge qui est de changer ce produit en complément alimentaire. Ouais, exactement. Et donc, ça veut dire que non seulement le ministère de la Santé est impliqué, mais le ministère du Commerce l'est aussi, puisque il semblerait que ce soit le ministère du Commerce qui ait délivré l'autorisation de fabrication et de mise sur le marché. Donc, on voit qu'il y a eu connivence entre deux ministères ou deux ministres. Donc, l'affaire dépasse de loin le simple délit d'initié, parce que c'est un délit d'initié, on voit l'implication du ministre. C'est véritablement une affaire d'État.
J'ai pas envie d'aller dans une polémique qui en déclenche une autre et ensuite une troisième, mais c'est quand même le ministère du Commerce qui a été le premier à annoncer l'interdiction de ce produit. Oui, et bien avant le ministère de la Santé. Mais là, on est presque dans des trucs secondaires. C'est comment on en arrive là. On ne doit pas arriver à ça. Point barre. Alors, on passe à la politique. On a parlé de Abdelaziz Bouteflika. Maintenant, on va parler des partis politiques et de l'échéance électorale qui approche. Deux partis font parler d'eux actuellement. C'est d'abord le FFS qui prend part à cette élection et l'avant-garde des libertés de Ali Benflis qui hésite encore. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Hersen, que le FFS prenne part à ces élections aujourd'hui ? En fait, ni bonne ni mauvaise, ça dépend de la démarche globale de l'opposition. Moi, je crois au mouvement collectif, je crois à la solidarité, à la puissance des effets de levier. Mm-hmm. Le FFS intégré dans le processus de Zeralda, qui prend une décision collective avec les autres partenaires de Zeralda, qu'elle soit celle de la participation ou celle du boycott, c'est une bonne chose. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Donc la somme des décisions de chaque parti tout seul n'est forcément pas une bonne nouvelle. Donc là, en l'occurrence, on a le FFS qui a décidé de rester, en fait, à l'Assemblée nationale, puisqu'il y est déjà. Ça fait désordre. Moi, j'avais dit au moment de Zeralda que le pouvoir a 2 ans, et s'il voulait casser, il avait 3 ans avant l'élection législative, s'il voulait casser le processus, il pouvait décider d'une élection anticipée pour diviser le pôle de Zeralda. C'est ce qui risque de se passer, c'est ce qui est en train de se passer largement. Ça se passe d'autant plus que un des partis piliers de cette opposition collective, le Tala el-Hurriya, devrait s'acheminer vers le boycott, ce qui est la grosse surprise Quels sont les échos de Zeralda, selon vous? Quels sont les échos aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce qu'il y a une plateforme commune qui sera prise pour aller ou ne pas aller aux élections législatives? Non. À mon avis, à ma connaissance, il n'y en a pas. Mm-hmm. Objectivement, la réalité du terrain devrait nous pousser à dire qu'il n'y en a pas. Il y a suffisamment d'ingrédients qui montrent que l'attrait des législatives se révèle plus fort que la volonté de jouer en commun. En plus, pour les partis, c'est très très difficile de ne pas aller aux législatives, parce que c'est aux élections de manière générale, parce que l'élection, c'est quand même un moment de vie très important dans l'existence d'un parti. Un parti se rôde, il découvre de nouveaux talents, il apprend à développer un discours, il s'organise pendant une campagne électorale. La campagne est très importante dans la vie d'un parti. Son passé, c'est prendre un risque sérieux. Donc ça c'est objectif. Maintenant, chaque parti est dans sa propre logique politique. Aujourd'hui, il faut admettre que l'opposition est au creux de la vague. Elle n'est pas en mesure de peser sur l'élection. Et donc, les décisions vont être un reflet, les décisions de participer ou pas, vont être un reflet de cet état de fait. Il faut pas rêver. Bien sûr, quand je dis les échos de Zeralda, vous m'avez compris. C'est Zeralda côté opposition et non pas Zeralda côté résidence d'État. Pourquoi est-ce que le parti de Ali Benflis hésite? J'avais mal compris. Oui, vous avez reçu le numéro 2 récemment, Ahmed Attaf, qui est le numéro 2. Pourquoi est-ce que le parti de Benflis hésite encore aujourd'hui à participer aux élections législatives? Je dois avouer qu'on n'a pas parlé politique. Oui, d'économie surtout. On a parlé que d'économie. Mais dans le salon, vous avez parlé de politique. Alors, ce que j'ai compris, c'est que c'est pour le moment la position du président de Tala el-Hurriya. C'est M. Ali Benflis qui a exprimé un point de vue. Il a dit, moi, mon point de vue, c'est que ça ne vaut pas la peine d'y aller. Il a bien pris la peine d'ajouter que c'est à la base qu'elle est décidée et que donc on allait voir ce qui allait se passer. Et il y en a même qui ont pris le pari de dire que en fait c'est une manière d'ouvrir la porte à la participation, parce que pour les raisons que vient d'expliquer Abd Sherif, la tendance d'un appareil, la tendance d'un parti politique, c'est quand même d'y aller. La tendance naturelle. S'il n'y a pas un effort, une éducation, une pédagogie du boycott qui date de longtemps, et c'est pas le cas chez Tala el-Hurriya. Donc voilà, pourquoi il boycotterait? Peut-être parce qu'il a perdu beaucoup dans la participation en 2014. Et donc aujourd'hui, il pourrait se reconstruire dans une position plus radicale d'affrontement de ce type. Oui, Abd Sherif. C'est très gênant. Pour le parti de M. Benflis, ça va être extrêmement gênant, parce que
logiquement, il devrait participer. C'est un parti qui a été créé récemment. Il a besoin d'avancer de manière du moins c'est comme ça que je vois un parti. Un parti ne va pas remporter les élections législatives et la présidentielle tout de suite. Il a besoin de temps pour. Si le RND l'a fait. Oui, ça c'est pas un parti, c'est une armée, c'est différent. C'est une milice. Donc, un parti a besoin de temps pour se construire, se forger une démarche, un appareil, etc. Et donc ça devrait pousser à une participation. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, s'il ne participe pas, ça va jouer contre lui sur le terrain parce que une base, il y a beaucoup de clientèle dans les bases des appareils. En fait, il y a beaucoup d'apparatchiks qui ont envie d'accéder, etc. Ça va être gênant. Si le parti décide de participer, ça la fout mal pour M. Bouflis parce que le choix du parti va être différent du sien. Et c'est pas bon. Donc, cette manière d'appréciation, à moins que ce soit un appel, et donc là, on verra le jeu d'appareil au sein de ce parti. Ça peut être un appel pour recevoir, pour sentir une volonté de sa base. On va voir ce que ça donne. Merci Khadi, rapidement. Il faut bien noter que c'est un enjeu politique important, cette question de participer ou ne pas participer. Ça a accéléré la crise au sein du FFS. Il y avait une crise depuis un bon moment. Et la délibération sur la participation a fini de creuser les tranchées. Et aujourd'hui, le FFS est sur le point d'imploser avec une partie de la direction qui va partir. C'est jamais évident. Et c'est pour ça que c'était important de rester groupé dans le cadre d'un processus commun qui aurait permis aux partisans, soit de la participation, soit du boycott, de dire nous sommes en train de faire la même chose que d'autres partis, donc personne ne va tirer les marrons du feu wahdou. Il nous reste quelques petites minutes, mais on peut pas terminer l'émission sans parler de la chute d'Alep, enfin de Alep qui a été reconquise par l'armée syrienne régulière et par la situation humanitaire tragique. Vous avez écrit et quelque chose de très intéressant, est-ce que le président Bachar al-Assad peut profiter de cette victoire pour réconcilier les gens, pour reconstruire la ville d'Alep? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui, Akram? Moi, je dirais qu'il n'a pas intérêt de ne pas le faire parce qu'il y a quelque chose qui existe actuellement sur la base de Hmeimim en Syrie qui s'appelle le Centre russe pour la réconciliation en Syrie, des partis en Syrie. Et ce centre est en train de devenir un réel pouvoir en Syrie et contrôle réellement, il est dirigé par la Russie, il contrôle réellement qu'il n'y ait pas le fait de ne pas faire d'exactions, etc. C'est ce centre-là qui a mené les négociations pour l'évacuation, y compris des individus armés d'Alep, et qui a fait en sorte que les choses s'accélèrent plutôt pacifiquement les 2 derniers jours. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Bachar al-Assad se doit de régler le problème d'Alep, d'essayer de reconstruire, ou du moins de ne pas se mettre à dos encore plus la population locale. C'est crucial pour lui. Je serais en population locale, enfin, ce qu'il en reste, oui. La victoire d'Alep, Hassan Khadi, est-ce que c'est un tournant? Enfin, pardon, je termine. Dans la guerre. Oui, sans cela, on est parti pour une guerre de 30 ans. La guerre dure depuis 5 ans déjà aujourd'hui. Enfin, c'est un sujet grave qu'on peut malheureusement difficilement aborder en quelques secondes à la fin de l'émission. À la fin de l'émission, est-ce que quelqu'un se souvient de Hamma 1982, le père de Assad a bombardé, a rasé une ville, il a fait plus de 20 000 morts. Ouais. Il n'y a jamais eu de réconciliation. Donc il faut oublier la réconciliation. Je pense que c'est un mot impropre. Il n'y a pas eu de réconciliation sur les décombres de Grozny. Il n'y a pas eu de réconciliation sur les décombres de Stalingrad. Il n'y aura pas de réconciliation sur le martyr de Halep. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner pour l'avenir? Ça dépend de plus en plus du jeu des grandes puissances. Abouchelf? Il y a un décalage énorme dans ce qui est souhaitable, entre ce qui est souhaitable et ce que la mécanique des choses va produire. La mécanique des choses va induire que le vainqueur va imposer sa victoire. Point barre. Il n'y a pas de discussion. Ils ont fait la guerre. Il ne faut pas oublier que Bachar al-Assad et les troupes qui sont avec lui
ont énormément perdu aussi. Il y a eu beaucoup de victimes, beaucoup de morts parmi les militaires, dans leurs familles. Donc, ces gens-là, ils sont là, ils ont gagné. Ils vont s'imposer ils vont faire comme font ceux qui gagnent une guerre. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est plus compliqué à dire. Pascal Boniface a écrit un article qui fera date. C'est la russophobie de la presse française. Et donc, ce que nous voyons, nous, de ce qui se passe à Alep, c'est à travers une presse du Golfe et une presse française. Ce qui se passe réellement est beaucoup plus sympathique. Est différent. Est très différent. Est très différent. Et il y a une guerre, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quoi différent? C'est différent, je vais dire en quoi c'est différent. Vous semblez avoir oublié qu'une guerre, ça fait des morts. Ça fait énormément de morts. Et donc, ces morts, ils vont peser sur l'histoire de la Syrie pendant les années qui viennent. Voilà. Hassan, vous voulez réagir Non, pas maintenant, pas tard. Ouais. On abordera ce sujet. En tous les cas, l'affaire, le dossier syrien et d'autres dossiers internationaux seront certainement au menu du futur secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Donc c'est le patron d'ExxonMobil, ami de Vladimir Poutine, qui va diriger le département d'État à partir du 20 janvier, date de l'investiture de Donald Trump. Et là, c'est le début de quelque chose du premier mandat on ne le perçoit pas suffisamment, de mon point de vue. C'est un réalignement extrêmement important, Russie-États-Unis. Ça va changer énormément de choses. Ça a changé, déjà en 2 semaines, ça a changé la disparition de l'État islamique d'Alep. Attention, la victoire, attention, c'est pas l'État islamique qui tenait Alep. Attention, c'est pas l'État islamique, c'est pas l'Islam. Je termine ma phrase. C'est pas l'État islamique qui tenait Alep. Tu dis ce que tu veux, je termine ma phrase. C'est pas l'État islamique qui tenait Alep. Ce sont des rebelles. C'était Al-Qaïda. C'est autre chose. Non, il y avait plusieurs groupes, c'est pas Al-Qaïda. La chute de Halep, c'est le premier acte politique dans la nouvelle relation entre les États-Unis et la Russie. Et ça va changer énormément de choses. Et les prochains jours nous le dirons. Merci à vous d'avoir participé à ce CPP. Merci à Abed Sharef, Ihsan Qadi, Akram Khariev. Merci aussi à toute l'équipe de réalisation. On se retrouve mercredi prochain à 18h en direct sur Radio M. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.